de suite, dans Monte Carlo Musique, nous allons découvrir le Palais de Monaco en compagnie de Dominique Gorzola. Alors, situons le Palais de Monaco, où se trouve-t-il? Eh bien, c'est tout simple. Le Palais Princier se situe sur un promontoire rocheux qui surplombe le port de Monaco. Et précisément, ce quartier de Monaco s'appelle le Rocher. C'est en fait la vieille ville. Le Palais de Monaco a été construit à quelle époque? Les origines du palais remontent à l'année 1215. C'est la date à laquelle les Génois font construire sur cet emplacement une forteresse à 4 tours qui abritait une garnison. C'est aujourd'hui l'emplacement de cette ancienne citadelle qu'occupe le Palais Princier. Quelle est son histoire au fil du temps? Alors bon, l'histoire de Monaco, vous le savez certainement, est une histoire assez compliquée et assez difficile à cerner, puisque c'est une position stratégique, le rocher de Monaco, la principauté également, et en fait on a des successions d'invasions, de batailles, et le rocher a vu successivement donc s'installer dans la citadelle les Guelfes, les Gibelins, et puis finalement au XIIIe siècle, un certain François Grimaldi, dit la Malizia, reprend la forteresse sur le rocher, donc l'ancien palais de Monaco. En fait, c'est un guerrier plus exactement, qui se déguise en moine et qui va reprendre cette forteresse. Et cette date est très importante, la date de la reprise de la forteresse, 1297, donc fin du XIIIe siècle, très importante, puisqu'elle marque les 700 ans de continuité de règne des Grimaldi sur le rocher. Quels sont les points forts de l'histoire de ce palais? Eh bien, les points forts de ce palais marquent en fait l'histoire de Monaco. L'histoire du palais, c'est l'histoire de la principauté, c'est l'histoire des princes également qui s'y sont succédés à différentes périodes. Et en fait, cette citadelle très inconfortable, très médiévale, va successivement se transformer en demeure seigneuriale, et notamment à partir du XVe siècle. Oui, il y a eu beaucoup de changements au fil du temps. Il y a eu beaucoup de changements, effectivement, puisqu'on passe d'une garnison génoise au XIIIe siècle à finalement une demeure seigneuriale à la Renaissance qui va commencer à être aménagée, qui va commencer à être embellie. Et c'est surtout au XVIIe siècle que ce palais princier va prendre l'allure d'un château et d'un palais. Ça s'est modifié au fil du temps. Exactement. Et c'est surtout au XVIIe siècle que le prince Honoré II, qui est le contemporain de Louis XIII et de Louis XIV, c'est ce prince Honoré II qu'on appelait déjà le prince bâtisseur, va complètement transformer la physionomie du palais princier en demeure vraiment princière, en faisant appel à des artistes, à des fresquistes, à des sculpteurs génois bien sûr, puisque les Grimaldi ce sont des Génois, donc on a beaucoup de liens avec la République de Gênes à l'époque, et tous ces articles vont contribuer à faire de ce palais un palais génois agréable à vivre et surtout confortable, ce qui était très difficile à réaliser à l'époque. Alors les escaliers qui se trouvent à l'intérieur de la cour du palais de Monaco seraient la réplique des escaliers du palais de Fontainebleau. Oui, c'est exact, en dimension plus modeste, mais c'est exactement la réplique du palais de l'escalier du palais de Fontainebleau, du château de Fontainebleau, un escalier en double fer à cheval, marbre blanc bien sûr de Carrare, et c'est tout à fait ça, c'est un escalier qui reprend exactement la même forme que cet escalier que vous évoquez. C'est un escalier qui date du XVIIe, et c'est un escalier qui desservait ce qu'on appelle aujourd'hui les grands appartements, c'est-à-dire le premier niveau du palais princier, puisque je vous l'ai dit, le modèle du palais c'est un palais génois, donc l'étage noble, il piano nobile, se situe au premier niveau, et cet escalier donc servait au prince à accéder à son étage princier, à son étage d'habitation. Alors aujourd'hui, comment se compose le palais? Alors le palais aujourd'hui, c'est un endroit historique, c'est un palais qui se visite, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais c'est aussi un endroit de vie. C'est tout d'abord la résidence officielle des princes souverains, et son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, habite au quotidien dans ce palais princier. C'est une originalité quand même, parce que c'est le seul palais princier qui se visite en Europe, qui soit habité au quotidien. Et ce palais est aussi un palais où on travaille. Le prince lui-même travaille, il y a ses bureaux. Nous avons également à l'intérieur du palais les secrétariats privés des princesses, de son Altesse royale la princesse de Hanovre et de son Altesse Sérénissime la princesse Stéphanie. Nous avons également des services administratifs, le cabinet bien sûr, le service d'honneur, le service de presse, et puis également tout un corps
différentes professions qui sont là pour maintenir en vie ce palais, c'est-à-dire des électriciens, des mécaniciens qui assurent la maintenance des voitures officielles, voyons, des peintres, des électriciens, une lingerie. Vous voyez, donc c'est une petite société en autarcie, qui vit en autarcie autour de la famille princière. Oui, c'est un palais très vivant. C'est un palais très vivant, très vivant. Puis il ne faut pas oublier aussi les carabiniers, puisqu'il y a une sécurité quand même à assurer. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que le prince est un prince souverain, donc une sécurité rapprochée de garde, et ce sont les 110 carabiniers de la compagnie des carabiniers du prince qui en assurent donc cette garde rapprochée, cette sécurité. Alors que peuvent voir les visiteurs lors d'une visite au palais de Monaco ? Alors les visiteurs qui viennent et qui nous font l'honneur de venir visiter ce palais peuvent voir une série de salons et de chambres, ce que nous appelons traditionnellement les grands appartements. Et ces salons et ces chambres sont utilisés quelquefois, en tous les cas en ce qui concerne les salons, pour les réceptions officielles. Notamment la salle du trône, bien entendu, qui est quand même la pièce principale de cette visite, en tous les cas celle qui anime le plus la curiosité de nos visiteurs. Cette salle du trône est utilisée notamment pour la fête nationale. Il y a un grand déjeuner qui s'y prépare et qui s'y donne. Et les salons attenants donc reçoivent les invités à l'occasion des réceptions pour Noël ou des réceptions officielles qui se passent à l'intérieur du palais, surtout en hiver d'ailleurs. On utilise les salons surtout en hiver. Lorsque le prince reçoit l'été, il préfère utiliser plutôt les jardins, ce qui se comprend. Les jardins sont quand même intéressants également, même si ce sont des jardins privés et là le public n'y a pas accès. Alors chaque année vous organisez des concerts à l'intérieur de la cour du palais ? Oui, c'est précisément donc l'orchestre philharmonique de Monaco qui donne cette série de concerts. Ces concerts ont lieu chaque année, effectivement, à partir de la mi-juillet, jusqu'à la mi-août. Et c'est effectivement un répertoire classique, précisément, que le philharmonique donne à l'occasion de ces concerts. C'est toujours très agréable d'assister à ces concerts parce que la cour d'honneur est entièrement entourée de bâtiments et il y a une très bonne acoustique et imaginez l'ambiance du palais, l'éclairage du palais le soir, un soir d'été, c'est toujours un moment privilégié. Vous organisez évidemment des visites guidées ? Alors ce sont des visites que nous organisons avec des audioguides. C'est-à-dire que nous disposons donc d'un système d'audioguidage en 10 langues, ce qui est à peu près unique, parce que notre société qui équipe le Palais Princier équipe également Versailles et le Louvre, et même sur ces deux gros sites français, eh bien le Palais de Monaco est mieux placé au niveau de l'audioguidage puisque nous disposons de 10 langues alors que le Louvre ne dispose que de 3 langues seulement. Donc 10 langues, y compris le russe et le japonais. Cet audioguide est compris dans le prix du billet, donc il n'y a pas une charge supplémentaire. Et le visiteur prend son billet d'entrée, son audioguide et est libre de faire la visite qui dure en moyenne 30 minutes. Alors si vous aviez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion pour qu'ils viennent justement se rendre compte sur place et visiter le palais de Monaco, ça serait quoi le message ? Mais écoutez, je leur dirais tout simplement qu'ils n'hésitent pas à nous rendre visite parce que je pense que comprendre le présent, c'est ne pas oublier d'où l'on vient et le passé est toujours très instructeur de ce que l'on peut vivre au quotidien. Donc comprendre aujourd'hui la vie de la principauté, c'est un petit peu comprendre son passé aussi. Donc je les attends donc aux visites du Palais Princier et j'espère qu'ils auront le plaisir de visiter ce palais très prochainement. Alors pour y être allé très souvent, je dois dire que c'est un endroit magnifique, un endroit privilégié quand même. Oui, je pense, et c'est dans ce sens que l'on a voulu préparer justement cette visite guidée et ouvrir ce lieu au public depuis maintenant de nombreuses années. Et je crois que le prince souverain, dans son message de bienvenue, puisque dans le système d'audioguidage, le prince a enregistré un message de bienvenue en 5 langues, et je crois qu'il a voulu vraiment mettre l'accent sur ce côté privilégié de la visite et que nos visiteurs ne sont pas seulement des touristes, ce sont aussi quelque part et pendant 30 minutes des hôtes du Palais Princier. Madame Dominique Gorzala, merci. Les renseignements sont à prendre en appelant le 00 377 93 25 18 31. Il y a un site internet www.palais.mc.